Bienvenue sur AstroRoche, je suis Julien Sercourt, chargé de communication sur les astéroïdes. Ce podcast est effectué en compagnie du Dr Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Patrick est également l'auteur du livre À la rencontre des astéroïdes, chez Odile Jacob. Ce podcast est dédié aux astéroïdes, à leur importance scientifique et aux moyens de se protéger du risque d'impact, autrement appelé la défense planétaire. Bonjour Patrick Michel, c'est extraordinaire, l'actualité nous rattrape, on a découvert un troisième objet interstellaire. Est-ce que vous auriez imaginé ça il y a seulement 25 ans? Après Oumuamua en 2017, après Borisov en 2019, maintenant Atlas en 2025. Et concrètement, les astronomes ont confirmé la découverte de ce visiteur assez rare. Donc cette fois-ci, c'est une comète. Borisov était déjà une comète, Oumuamua ne l'était pas. Cette comète, cet objet interstellaire, qu'en pensez-vous concrètement ? Eh bien écoutez, évidemment, quand on découvre un visiteur de l'espace, on est très excité parce que effectivement, c'est le troisième seulement qui a été découvert donc le 1er juillet par des astronomes qui utilisaient le télescope Atlas au Chili. Du coup, d'où le nom Atlas. Voilà, formellement. Ensuite, on l'a nommé officiellement 3I Atlas une fois qu'on a pu déterminer qu'il était bien interstellaire, parce qu'après les premières observations, on a trouvé des observations précédentes qui ont permis en prolongeant, de calculer sa trajectoire. On remonte le fil de la trajectoire. C'est ça, et donc cette trajectoire est hyperbolique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée au Soleil. Oui. Elle a même une excentricité de un peu plus de 6, alors que celle des objets interstellaires précédents était plutôt de 1, quelque chose pour Oumuamua et 3 quelque chose pour Borisov. Ça veut dire que quand l'excentricité est supérieure à 1 d'une trajectoire, ça veut dire qu'elle n'est pas liée au Soleil, elle est hyperbolique. C'est comme ça qu'on peut caractériser qu'il est interstellaire. Oui, effectivement. Et donc au moment de sa découverte, il se trouvait à environ 520 millions de kilomètres de la Terre. C'est notre voisinage. Sachant que oui, c'est 150 millions de kilomètres, c'est la distance de la Terre au Soleil, donc on est à peu près 4 fois ça. Et 670 millions de kilomètres du Soleil, sur l'orbite de Jupiter, et il s'en approchait rapidement. Et sa luminosité avait alors on appelle ça une magnitude en astronomie, de 18,5, donc ça le rendait environ 2,5 millions de fois plus faible en luminosité que l'étoile polaire. Donc, c'est très petit, et c'est pour ça que c'est intéressant. Il renvoie très peu de lumière. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on a su qu'il était interstellaire, donc ça c'est la première chose intéressante, dans les premiers 24 heures, on a commencé à voir qu'il était actif, c'est-à-dire que sa luminosité variait, comme on s'y attend pour une comète. Et depuis, parce qu'évidemment, une fois qu'on sait tout ça, tout le monde se met à l'observer, puisqu'il a été observable par des télescopes pas nécessairement très grands. Et on a un télescope, ce qu'on appelle le Twin Telescope aux Canaries, qui a même pu mieux observer son activité cométaire. Et il semblerait que sa queue cométaire s'étend sur 25 000 km. Donc c'est vraiment 000, c'est comme une comète. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que Borisov était aussi une comète. Oui. D'ailleurs, découvert par Borisov, qui était un amateur de Crimée avec son télescope. Mais Oumuamua était en fait un objet aussi interstellaire, mais dont la particularité, c'est qu'il ne montrait pas cette activité cométaire. En revanche, il avait quand même, sur la base de la trajectoire calculée, une accélération qui ne pouvait pas être expliquée seulement par la gravité des planètes. Oui. Donc on appelle ça une accélération non gravitationnelle, qui est prévue pour les comètes, parce que les comètes, en plus d'être attirées par les planètes, du fait qu'elles dégazent, ça crée une accélération, une sorte de petite propulsion supplémentaire, très fine, mais qu'on explique par cette activité. Oui. Alors que Oumuamua ne présentait pas cette activité. Donc il y a eu tout un débat pour savoir d'où venait cette accélération non gravitationnelle, qu'on peut expliquer éventuellement si Oumuamua a quand même une activité, mais qu'on ne peut pas observer parce qu'il est très loin et c'est très faible. Oui. Un certain astronome a même proposé que ça pouvait être un vaisseau spatial extraterrestre, une sorte de voile solaire qui serait accéléré comme ça. Mais en fait, on a plein d'autres scénarios, certes pas génériques, pour expliquer cette activité. Et ce n'est pas grave s'ils ne sont pas génériques, puisque ce n'est qu'un cas.
Oui. Et on peut très bien imaginer qu'il y a des conditions particulières qui peuvent parfois se produire pour un visiteur de l'espace. Donc en fait, il y a plusieurs scénarios possibles, mais c'est vrai que c'est le seul, ou moi, qui n'a pas cette activité-là. Et le fait que Borisov et Atlas ont tous les deux cet aspect cométaire, qui fait d'ailleurs qu'on a appelé 3i Atlas aussi, on lui a donné la dénomination C/2025N1, C pour comète. Oui. Voilà, ça fige cette activité cométaire. Ça catégorise. Ça catégorise. Et donc maintenant, on va pouvoir le suivre parce qu'en fait, donc déjà, il est à une vitesse très élevée. Oui. À l'infini, c'est-à-dire lorsqu'il est très loin du Soleil, il est à 60 km par seconde, c'est 200 000 km/h à peu près. 200 000 km/h. Mais vous confirmez cependant que nous sommes en mesure de le suivre pendant une période assez longue. Oui, c'est ça. En fait, on va pouvoir le suivre. Il est en train de s'approcher. Alors, il va passer d'abord près de Mars, le 2 octobre. Oui. Malheureusement, nous n'avons pas encore d'observatoire sur Mars. Voilà, donc malheureusement, parce que ça serait pas mal, il sera qu'à 30 millions de kilomètres de Mars. Ah oui. Mais d'abord, il va passer à son périhélie, c'est-à-dire à la distance la plus proche du Soleil, qui va l'amener le 29 octobre à peu près 200 millions de kilomètres de notre étoile, donc un peu plus qu'une unité astronomique. Mm-hmm. Et puis, il va passer aussi au plus près de la Terre, à environ 270 millions de kilomètres de notre planète. Et malheureusement, on ne pourra pas le voir à ce moment-là parce qu'il sera trop près du Soleil. Alors, si des amateurs qui ont un bon matériel nous écoutent, oui. Où faut-il se situer concrètement ? Alors en fait, pour l'instant, on peut le photographier avec des télescopes de moins 150 à 200 mm d'ouverture. Mais la pleine lune du 10 juillet va le rendre bientôt les observations de plus en plus difficiles. Oui. Ça, c'est le problème. Dans les mois à venir, on pourra quand même l'observer. Il sera plus facile avec des petits instruments. Oui. Et puis ensuite, il devrait rester visible par les télescopes terrestres jusqu'en septembre 2025, donc. Après quoi, il passera trop près du Soleil pour être observé. Et il réapparaîtra de l'autre côté du Soleil début décembre 2025. Et là, on pourra refaire de nouvelles observations. Donc, on a quand même de belles perspectives pour l'observer, voir est-ce que son activité varie dans le temps. Il ne pose absolument aucun danger pour la Terre. Ça serait un comble pour un objet interstellaire. Voilà, puisqu'il passe très très loin. Mais vous savez qu'en fait, c'est très intéressant parce que malgré tout, ça pose la question. Est-ce qu'on doit avoir peur de ces objets-là ? Moi, je dirais non, parce que de toute façon, ils arrivent sur des orbites qui sont très inclinées par le plan de l'orbite de la Terre. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'à la fois, il croise sur son plan l'orbite de la Terre, c'est-à-dire qu'il intersecte avec l'orbite, et que la Terre se trouve au même endroit, au même moment. Donc, ça rend les probabilités très faibles, compte tenu d'une fait, comme vous l'avez dit, de la rareté de ces objets, et en plus du fait qu'il faut qu'il y ait des circonstances où mathématiquement, c'est... Voilà. Le désavantage, en revanche, s'il nous rentrait dedans, c'est qu'il arrive à très très haute vitesse. Puisque, comme je le disais, c'est 60 km par seconde, voire plus quand il s'approche du Soleil. Et là, ça peut faire mal. On ne sait pas quelle est la taille. La taille, elle était estimée à 20 km au départ, mais vu qu'il a une luminosité qui augmente du fait de l'activité, peut-être que le noyau lui-même est plus petit. Il peut faire que quelques kilomètres. Donc pour l'instant, on ne connaît pas la taille, mais malgré tout, c'est un paramètre supplémentaire dont certaines agences s'y intéressent. D'ailleurs, certains journalistes ont demandé des informations aux responsables de la défense planétaire à l'Agence spatiale européenne, parce que voilà, il y avait ceci. Mais moi, je dirais, c'est plus intéressant au niveau scientifique qu'au niveau du risque, parce que c'est quand même extraordinaire d'avoir un objet qui vient probablement un autre système planétaire dont il a été expulsé pour pouvoir venir dans le système solaire et nous rendre visite. Et en quelque sorte, c'est un petit peu un témoin d'endroits très loin auxquels on ne pourra jamais aller nous-mêmes et qui vient nous dire coucou, et si on peut en avoir les propriétés, ça nous renseigne sur les propriétés de systèmes qui sont très très éloignés de nous et auxquels nous-mêmes on ne pourra pas rendre visite. Peut-être que cet objet il a voyagé pendant des millions d'années avant de venir vers nous. Donc c'est encore génial. Mieux que les météorites qui viennent d'astéroïdes qui sont Uranus, Neptune. Voilà, là on a vraiment le témoignage de ce qui se passe très très loin de nous, là on ne pourra jamais aller. Donc ça c'est absolument génial et c'est pourquoi tous les télescopes s'y intéressent. On a même à l'Observatoire de la Côte d'Azur un télescope à l'Observatoire de Calerne, le C2PU, qui l'a observé, et Jean-Pierre Rivet, qui est responsable du site, a une interview sur le site de l'Observatoire de la Côte d'Azur où il explique cette observation. Alors, évidemment, les nuits ne sont pas nécessairement très bonnes, c'est compliqué, mais le fait d'avoir pu l'observer, je trouve que c'est vraiment super. Et bravo Jean-Pierre Rivet. Voilà, bravo. Et puis bien d'autres, on continue à l'observer. Gianluca Massi aussi à Rome, avec son télescope, a fait plusieurs observations. Les Canaries, tout le monde s'y met, puisqu'il est observable avec des moyens qui ne sont pas
fantastique. Oui. Et encore une fois, c'est une manière d'essayer d'accéder à un maximum d'informations sur un objet qui vient probablement d'un autre système et qui peut-être peut nous donner un message sur quelles sont les propriétés des objets dans d'autres systèmes planétaires. Et êtes-vous un peu confiant ou pas du tout sur le fait qu'on puisse avoir une idée de la composition? Alors oui, si on peut faire de la spectroscopie, on pourra. On l'avait fait pour Oumuamua. Il était d'ailleurs très rouge et probablement riche en carbone. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Là, vu qu'on va pouvoir l'observer pendant un certain temps, j'espère qu'on va pouvoir avoir de la spectroscopie faite qui nous dira un petit peu de quoi ces gaz sont composés. Ça reste quand même difficile parce qu'il passe très très vite et il est quand même assez loin de nous. Mais bon, je fais confiance à mes collègues et ça nous permettra d'augmenter nos connaissances sur ce catalogue qui est quand même encore très limité. On estimait quand on l'a découvert Oumuamua qu'on devrait avoir un objet interstellaire qui passe à proximité tous les ans. Ah oui, voilà. Et on n'en y est pas encore. On en a 3, Oumuamua c'était 2017, ouais, on n'en y est pas encore. Pour tout dire, quand cette découverte a été faite le 1er juillet, je pensais que c'était le télescope Vera Rubin. Oui, bah oui. Parce que la coïncidence, Vera Rubin donne ses premières lumières. D'ailleurs, les 10 premières heures d'observation de Vera Rubin, le télescope a découvert 2104 astéroïdes. Effectivement. En 10 heures. Il va exploser le nombre de découvertes. Oui. C'est incroyable. Donc du coup, je me dis, voilà, Vera Rubin a découvert son premier objet interstellaire. Eh bien non. Non. Et puis ça aurait pu être aussi le Fly Eye en Sicile. Voilà, et en fait, non. C'est un télescope Atlas. C'était pas une star à Hawaï pour Oumuamua, c'était le télescope de Borisov en Crimée pour Borisov. Et là, pour Atlas, c'est le télescope Atlas. Donc, peut-être que Vera Rubin va nous dire qu'effectivement, il y en a peut-être un par an qui passe. Ce qui serait très intéressant maintenant, c'est d'en découvrir un autre comme Oumuamua, c'est-à-dire qui ne présente pas cette activité cométaire et qui présente cette accélération non gravitationnelle qui nous dit qu'il y a quand même une activité qu'on ne voit pas pour nous confirmer que le cas Oumuamua n'est pas un cas isolé. Ça serait très intéressant. Donc, c'est vraiment le début, je dirais, d'une ère nouvelle. Oui. Maintenant, on a catalogué plus d'1 million d'astéroïdes dans le système solaire. Oui. Le nombre va exploser avec Vera Rubin. Et maintenant, on commence à de plus en plus être capable de détecter ces objets qui nous rendent visite de loin et qui peuvent nous renseigner sur des choses qui sont inaccessibles par nous-mêmes pour y aller. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Effectivement, ils viennent à nous. Voilà. Ils viennent à nous. Et vous allez pouvoir ajouter une corde à votre arc. En plus d'être spécialiste des petits corps du système solaire, il va falloir être spécialiste des petits corps hors système solaire. Un astrophysicien interstellaire. Voilà, tout à fait. Oui, mais à défaut d'être astrophysicien interstellaire, est-ce qu'on pourrait envoyer une mission interstellaire ? Oui, alors il y a des gens qui s'y sont intéressés. Il y a une initiative qui s'appelle Breakthrough qui voulait envoyer un voile propulsé pour pouvoir rattraper peut-être Oumuamua ou voir un objet interstellaire. Bon, je pense que ça ne se fait pas. En revanche, on a à l'Agence spatiale européenne une mission qui s'appelle Comet Interceptor. Ah oui. Alors le but, c'est d'intercepter une comète à longue période, c'est-à-dire une comète qui nous vient d'un réservoir de comètes qui est à des dizaines de milliers d'unités astronomiques du Soleil, donc des dizaines de milliers de fois la distance de la Terre au Soleil. Oui. On sait qu'on a un réservoir de comètes et de temps en temps, parce qu'elle est secouée, ce réservoir est secoué par les marées de la galaxie ou le passage d'une étoile, ça nous envoie un de ces corps dans le système solaire. Et l'avantage, c'est que si on a une mission spatiale qui est prête à aller la voir, comme on ne découvre ces objets que quand ils passent Jupiter, c'est-à-dire 1 an avant qu'elle passe près de la Terre, on n'aurait pas le temps d'envoyer une mission spatiale depuis la Terre. Voilà, oui. Donc l'idée, c'est de parquer une mission au point de Lagrange L2, donc là où il y a le James Webb, le télescope James Webb, donc à 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est un point stable. Vous mettez quelque chose là, il ne bouge pas, il reste là en gros. Et dès qu'on découvre une nouvelle comète, hop, il va l'intercepter, de telle sorte que pour la première fois, on verrait à quoi ressemble une comète qui n'a jamais vu le Soleil. Parce que pour l'instant, toutes les comètes qu'on est allé voir, avec la mission Rosetta, la mission Stardust, etc., c'est des comètes qu'on connaissait déjà parce qu'elles étaient passées près du Soleil. Donc elles ont chauffé, elles ne sont pas fraîches. Elles ne sont plus les mêmes. Voilà, elles ont évolué et on voudrait voir une comète fraîche. Donc en mettant une sonde, donc Comet Interceptor, sur ce point de Lagrange L2, c'est d'ailleurs une collaboration entre l'Agence spatiale européenne et la JAXA, l'Agence spatiale japonaise, on pourrait intercepter une comète. Et donc l'idée, c'était de se dire, oui, mais si on peut intercepter une comète, on pourrait intercepter un objet interstellaire. Et oui. Alors dans le cas, par exemple, de celui-là, 3 Atlas, apparemment, elle ne pourrait pas aller le voir. La trajectoire est telle qu'il serait même inaccessible, même en mettant au point Lagrange L2.
Et je dois dire que même la plupart des objets interstellaires ont probablement des trajectoires très inclinées par rapport au plan du système solaire, en gros. Donc, et ils passent très vite. Oui. Donc, aller intercepter ça, il faudrait partir avec une forte accélération. Donc, il faudrait une coïncidence, à mon avis, énorme pour trouver un objet qui correspond à une trajectoire accessible par cette mission-là. Mais si on commence à en découvrir de plus en plus et qu'on est capable de accélérer les choses pour monter une mission et peut-être qu'on pourrait arriver à aller en voir un. Ça me semble difficile, mais c'est quelque chose auquel je pense les agences vont commencer à réfléchir parce que là, on aurait la possibilité, en survolant un objet, d'avoir de vraies images et vu l'enjeu, oui, parce que encore une fois, vu l'enjeu de pouvoir accéder à des informations qui viennent de si loin qu'on ne peut pas y aller, oui. et profiter que ces objets viennent vers nous pour nous donner ces informations, ce sont des choses à réfléchir. Donc voilà, on a encore plein de défis devant nous. Eh bien, je vous remercie, Patrick Michel, et on se retrouvera prochainement dans un autre épisode d'Astro Roche.